Une chose est claire depuis le premier jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine est l'outsider. Elle ne peut pas rivaliser avec l'avantage massif en effectif de la Russie, ni concurrencer les stocks presque inépuisables de chars, de véhicules blindés et d'autres équipements du Kremlin. L'Ukraine peut égaler ou même surpasser la Russie en stratégie, ce qui a permis à Kiev de résister aussi longtemps dans ce conflit. Les cerveaux militaires et les commandants tactiques de l'Ukraine ont constamment trouvé des moyens de surpasser leurs adversaires, souvent obstinés et gaspilleurs. Une des stratégies les plus efficaces, le leurre et l'épuisement, est utilisée chaque jour sur les longues lignes de front pour tendre des pièges mortels aux groupes d'assaut russes. Aujourd'hui, nous allons voir de plus près comment cela fonctionne. Mais avant d'entrer dans les détails, nous devons d'abord comprendre le contexte. Dans une situation d'invasion conventionnelle, vous avez un agresseur, l'envahisseur, et un défenseur, le pays qui se fait envahir. Le défenseur va souvent installer des positions fortifiées le long de la frontière de son territoire, que l'agresseur cherchera à percer. Cela forme les fameuses lignes de front du conflit, avec un camp qui s'enterre et défend sa terre jusqu'au dernier homme, tandis que l'autre bombarde et attaque son adversaire pour tenter de percer les lignes de défense et de conquérir le territoire, morceau par morceau. À partir de là, il s'agit simplement de savoir quel camp parviendra le mieux à tenir la ligne ou à la percer. La guerre fonctionne ainsi depuis des générations. C'est pourquoi les mouvements de la ligne de front et les variations territoriales sont d'excellents indicateurs de l'évolution d'un conflit et du camp gagnant ou perdant. Les tacticiens ukrainiens comprennent vite que cette méthode classique et prévisible ne fonctionnerait pas pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils font face à une force bien plus grande et puissante que la leur. S'ils suivaient le manuel classique en essayant de s'accrocher et de défendre chaque centimètre de terrain, ils pourraient peut-être retarder l'avancée de la Russie. Mais le résultat final serait toujours le même. Par la simple quantité de soldats et des tactiques de force brute, la Russie finirait par user les défenses de l'Ukraine et percer ses lignes. En bref, ce ne serait qu'une question de temps, avant que la Russie n'obtienne finalement ce qu'elle veut, en prenant le contrôle des territoires de Donetsk, de Louhansk et d'autres, et même en avançant potentiellement pour capturer Kiev, et d'autres parties du pays également. Pour l'Ukraine, ce n'est pas une option. Donc, ses commandants ont dû trouver un moyen de défendre leur territoire et de repousser les assauts russes sans sacrifier inutilement leurs soldats au passage. Ils ont compris qu'il était bien plus intelligent de parfois céder du terrain temporairement afin de préserver leurs unités et leurs ressources, puis de contre-attaquer au même endroit pour le reprendre aux Russes lorsque le moment serait venu. Cette réflexion, en résumé, a constitué la base de la stratégie de l'APA et de la saignée. C'est un processus en 4 étapes, et il est d'une efficacité impitoyable. La première étape consiste pour l'Ukraine à tendre son piège et à poser son appât, et c'est la clé de tout le processus. L'idée ici est que les soldats ukrainiens attirent les groupes d'assaut russes, qui comptent généralement de 35 à 50 soldats débarqués, dans des zones spécifiques. Pour cela, l'Ukraine exploite au maximum l'un de ses plus grands avantages, le fait qu'elle se batte sur son propre territoire. Grâce à leur connaissance du terrain, les unités ukrainiennes repèrent les lieux idéaux pour tendre leurs pièges. Ensuite, ils utilisent divers outils et techniques, notamment des mines, des obstacles, des fils barbelés, des fossés et du béton, pour essentiellement canaliser l'ennemi vers ces endroits. Face à ce type d'obstacles, les groupes russes se retrouvent avec quelques options. Ils peuvent se disperser et potentiellement perdre leur cohésion en essayant de trouver d'autres moyens de contourner les obstacles, ou tenter de les franchir, ce qui pourrait entraîner une perte de temps et des pertes inutiles. Ou alors, ils pourraient suivre le chemin apparemment sûr, menant vers la position de leur ennemi. La plupart du temps, ils emprunteront ce chemin apparemment sûr, et c'est exactement sur cela que l'Ukraine compte. C'est là qu'intervient la deuxième étape. Une telle guerre punit la concentration des troupes. Si l'Ukraine regroupe trop de soldats, la Russie les ciblera et les éliminera par des frappes d'artillerie. La même logique s'applique aux véhicules et aux autres équipements. S'ils sont regroupés en trop grand nombre au même endroit, il est facile pour les drones ennemis de repérer ces concentrations et de les éliminer. Ainsi, au lieu de déployer un grand nombre de soldats pour surveiller ces lieux piégés, l'Ukraine n'a souvent que de petites escouades à chacun de ces endroits. Ils ne sont pas là pour tenir la ligne ou s'enterrer, et repousser l'ennemi jusqu'à leur dernier souffle. Leur rôle est plutôt simple. Lorsqu'ils voient les escouades d'assaut russes entrer dans la zone, ils tirent quelques coups dans leur direction, ce qui incite encore plus l'ennemi à avancer vers cet endroit précis. Ils évaluent ensuite la densité de la force adverse avant de se replier selon un plan vers un lieu plus sûr, plus en profondeur sur leur territoire.
À première vue, on pourrait croire que les troupes ukrainiennes paniquent, sont effrayées et fuient pour sauver leur vie. Ce n'est pas le cas, mais c'est précisément l'impression qu'elles veulent donner à leur ennemi. Ils veulent que les Russes se sentent arrogants et suffisamment confiants pour avancer et tenter de sécuriser cet endroit, sans se douter qu'ils marchent droit dans un piège mortel tendu par les Ukrainiens. Encore une fois, la plupart du temps, c'est exactement ce qui se passe, parce que les Russes sont prévisibles. Leur armée a suivi des tactiques similaires tout au long de la guerre, apprenant peu et persistant avec les mêmes stratégies obstinées et coûteuses qui les ont empêchés de réaliser des avancées significatives ou de remporter de grandes victoires depuis plusieurs années. Lorsque les escouades d'assaut russes voient leurs ennemis fuir un endroit qu'ils venaient de défendre, ils y voient une occasion de gagner du terrain pour renforcer leur avantage. Alors ils avancent. Mais l'Ukraine les surveille en permanence, car les lignes de front sont absolument saturées de drones de surveillance. Les deux camps ont toujours des yeux dans le ciel, scrutant le champ de bataille, observant les environs, recueillant et transmettant des renseignements inestimables aux troupes au sol. Ces drones surveillent et attendent pendant l'avancée russe, tandis que les équipes informent les unités locales sur la taille de l'escouade d'assaut et les armes ou moyens supplémentaires disponibles. Toutes ces informations sont importantes pour l'étape suivante du plan. Étape 3, la contre-attaque. Une fois que les Russes se sont installés et sont occupés à célébrer ce qui semble être une victoire importante, l'Ukraine saisit l'occasion de refermer son piège et de riposter. Tout à coup, ils déchaînent le feu sur l'équipe d'assaut russe, les frappant avec tout ce qu'ils ont. Cela inclut des mortiers et de l'artillerie à tubes, pour frapper rapidement et efficacement les unités russes avant qu'elles ne réalisent ce qui leur arrive. Des drones d'attaque et des munitions rôdeuses peuvent aussi éliminer les retardataires et détruire tout véhicule utilisé par les groupes d'assaut pour fuir. Leur position, il y a quelques instants sûre et sécurisée, devient soudain l'endroit le plus dangereux sur la carte. Et rappelez-vous, tout cela avait été planifié à l'avance par l'Ukraine, donc ils auraient déjà eu l'artillerie, les équipes de drones et d'autres systèmes offensifs préparés, positionnés et prêts à tirer à tout moment. De plus, les troupes ukrainiennes connaissaient précisément les coordonnées, ayant occupé ces positions il y a peu. Ils connaissent la configuration des environs, le terrain, la géographie et les conditions. Toutes ces informations leur permettent de bombarder ces positions avec une efficacité optimale, ne laissant personne en vie pour raconter ce qui s'est passé. Les troupes ukrainiennes installent même parfois des zones de tir secondaires, au cas où les Russes auraient le temps et les moyens de tenter leur propre retraite. Grâce aux mines et aux autres obstacles que les troupes ukrainiennes ont placés dans les environs, elles savent souvent exactement quelle route les Russes emprunteront, ce qui leur permet de les cibler également. Ils installent des pièges supplémentaires, des équipes d'artillerie et des munitions rôdeuses à proximité, prêts à maintenir le feu, non seulement sur les Russes en retraite, mais aussi sur toute ligne de ravitaillement ou de renfort. Donc, même si l'équipe d'assaut a le temps d'appeler des renforts par radio, tous les camions ou soldats supplémentaires qui tentent d'entrer dans cette zone seront éliminés aussi facilement que tous les autres. Encore une fois, les drones sont essentiels ici. Ils fournissent la surveillance constante et le flux de renseignements dont l'Ukraine a besoin pour planifier et exécuter ses attaques. Grâce à leurs yeux dans le ciel, les équipes ukrainiennes savent toujours ce que fait l'ennemi, ce qui leur permet d'avoir constamment une longueur d'avance sur lui. Et une fois que les unités russes ont été anéanties, l'Ukraine termine sa stratégie d'appât et d'épuisement avec la 4e et dernière étape, reprendre son territoire. Une fois la menace éliminée, les mêmes troupes qui s'étaient repliées de l'endroit piégé il y a quelques instants peuvent revenir immédiatement, reprendre leur surveillance et se préparer à répéter le même processus dès que la prochaine attaque russe aura lieu. Voici ce qui échappe à la plupart des observateurs. Mais avant d'approfondir les raisons pour lesquelles cette stratégie fonctionne si bien, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous analysons tout en détail chaque semaine. Maintenant, revenons au piège. Cette stratégie illustre à bien des égards la grande différence de réflexion tactique entre les deux camps. D'un côté, il y a la Russie, qui dispose d'une armée beaucoup plus grande et qui a constamment réussi à recruter de plus en plus de soldats pour remplacer ceux qu'elle a perdus en Ukraine. Ainsi, les commandants du Kremlin ont maintenu des tactiques très coûteuses pendant toute la guerre. À maintes reprises, ils ont prouvé qu'ils étaient prêts à envoyer des hommes à l'abattoir, répétant les mêmes erreurs en espérant que la force brute suffira finalement à atteindre leurs objectifs. Ils restent insensibles à la mort ou aux blessures de leurs soldats, ne s'intéressant qu'aux gains territoriaux, preuve à leurs yeux de leur victoire.
Ainsi, ils sont parfaitement satisfaits de sacrifier des escouades pour quelques mètres carrés de territoire ennemi. C'est pourquoi nous voyons autant de ces petits groupes d'assaut cibler des positions ukrainiennes tout le long des vastes lignes de front, jour après jour. L'Ukraine agit avec un état d'esprit complètement différent, beaucoup plus axé sur la préservation et des décisions tactiques intelligentes, conçues pour garder ses hommes en vie, minimiser les pertes et surprendre l'ennemi. Avec une armée bien plus réduite, l'Ukraine ne peut se permettre de gaspiller des vies. Ses commandants refusent aussi de traiter leurs soldats comme de la chair à canon. Contrairement à la Russie, ils ne sont pas obsédés par le comptage des pertes et des gains sur la ligne de front, ni par le fait de s'inquiéter pour de minuscules parcelles de terres insignifiantes. Ils tiennent bien plus à minimiser leurs propres pertes tout en maximisant celles de l'ennemi. C'est pourquoi des tactiques, comme le leurre et l'attrition sont si efficaces. Tout dans cette stratégie est conçu pour protéger les soldats ukrainiens. Par exemple, lors des contre-attaques ukrainiennes contre les équipes d'assaut russes, l'Ukraine ne s'appuie pas sur des soldats armés de fusils pour prendre d'assaut la position ennemie. À la place, ils utilisent des obus d'artillerie, des frappes de drones et des munitions rôdeuses, ou des armes capables d'infliger d'importants dégâts mortels sans mettre la vie des soldats en danger. Quand les équipes ukrainiennes battent en retraite, elles se dispersent instinctivement et occupent diverses positions stratégiques dans le paysage. De cette façon, même si la Russie lance ses propres attaques de suivi, elle aura du mal à éliminer toute l'équipe ukrainienne, gaspillant ainsi davantage d'obus, de tirs et de ressources. Les commandants ukrainiens utilisent également au maximum l'avantage du terrain, tirant parti du terrain local pour placer leurs hommes dans les endroits les plus stratégiques et défensifs, là où ils courent le moins de risques d'être contournés et éliminés. Ils s'appuient aussi sur des drones pour surveiller le champ de bataille et collecter des données pour guider leurs décisions. Tout est intelligent, stratégique, planifié et minuté à la perfection, soutenu par des données concrètes et conçu pour faire pencher la balance en faveur de l'Ukraine autant que possible. En bref, toute la stratégie du leurre et de l'attrition consiste à inverser la situation, à annuler l'avantage numérique de la Russie et à préserver les lignes défensives de l'Ukraine sans sacrifice inutile. Bien sûr, ce n'est pas un plan parfait, il comporte des risques. Si l'Ukraine tarde à activer ses pièges, la Russie peut déplacer ses équipes de drones et d'artillerie vers des points clés pour soutenir les assauts lors de la prise de territoires ukrainiens. Si cela arrive, la couverture de drones ukrainiennes pourrait diminuer, aveuglant leur surveillance et les privant des renseignements nécessaires pour organiser leurs attaques. Un tel plan exige une exécution impeccable et efficace. L'Ukraine ne peut se permettre de traîner ou tergiverser. Chaque partie du plan, de la retraite tactique à la contre-attaque, doit être rapide et sans délai. Si ces équipes se positionnent et ripostent au bon moment, elles empêcheront les Russes de déployer leurs équipes de drones. Cela leur permet de contrôler leurs zones de piège et de destruction pour les réutiliser ultérieurement. Voici ce que cette stratégie a produit tout au long de la guerre. À plusieurs reprises, les forces russes paraissent percer les lignes défensives ukrainiennes. On pourrait croire qu'ils ont pris le contrôle d'une zone clé ou établi une base pour lancer d'autres attaques en territoire ennemi. Le camp russe se réjouit. Des blogueurs militaires nationalistes affirmant qu'une victoire totale est proche, tandis que Vladimir Poutine reçoit des rapports biaisés de ses commandants serviles sur des avancées majeures dans des régions clés. Quelques jours ou heures plus tard, des rapports annoncent que l'Ukraine reprend ses positions, repousse l'ennemi et récupère des territoires jugés perdus. Nous avons vu cela à Donetsk, à Louhansk, à Soumy, à Kharkiv et ailleurs. Encore et encore, Moscou semble avoir pris un certain avantage avant que Kiev ne rétablisse rapidement le statu quo. La grande différence est que la Russie perd bien plus de hommes et de ressources que l'Ukraine à chaque échange. Et elle n'en tire même aucun avantage, puisque la majeure partie des terres qu'elle gagne est reprise peu de temps après. Avec le temps, il ne fait aucun doute que cela a un impact terrible sur la machine de guerre russe. D'abord, cela dévore un nombre extraordinaire de soldats. À chaque déroute d'une escouade d'assaut russe, des dizaines de soldats sont tués ou blessés, dont beaucoup ne pourront plus jamais combattre. Et par le passé, la Russie pouvait peut-être trouver assez de recrues pour compenser ses pertes, mais cela devient aujourd'hui une perspective beaucoup plus difficile. La plupart de ceux vraiment prêts à combattre en Ukraine se sont déjà portés volontaires, ou ont été assez incités à y aller. Ceux qui restent sont de plus en plus réticents à s'engager, peu importe combien d'argent les recruteurs leur proposent.
Deuxièmement, des affrontements comme ceux-ci entament sans aucun doute le moral de la Russie. Chaque fois qu'une escouade d'assaut semble d'abord victorieuse avant d'être vaincue peu après, cela renforce l'idée que ces assauts ne sont que des missions suicides. De plus en plus de soldats russes prennent conscience qu'ils sont envoyés à la mort, et avec le temps, cela les rendra beaucoup moins enclins à obéir aux ordres. Il est probable que de plus en plus de soldats désobéiront, fuiront les combats pour survivre ou brandiront le drapeau blanc dès le premier danger. Cela va rendre encore plus difficile pour la Russie de réaliser ne serait-ce que des gains marginaux sur les lignes de front, sans parler des vastes avancées dont elle aurait réellement besoin pour poursuivre et enfoncer sa machine de guerre plus profondément sur le territoire ukrainien. En d'autres termes, grâce à sa tactique du piège mortel, du rope and dope, l'Ukraine a rendu la réussite presque impossible pour la Russie. Et le reste du monde devrait en prendre de la graine, car l'Ukraine prouve qu'à l'ère des drones et de l'évolution des tactiques militaires, l'ancienne doctrine du « tenir la ligne à tout prix » n'est plus valable. En fait, c'est un aller simple vers la catastrophe. Au lieu de cela, à une époque où les drones offrent une surveillance permanente et un flux constant de renseignements, les troupes de première ligne doivent être plus mobiles, plus tactiques, plus disposées à céder temporairement du terrain, afin de riposter plus efficacement contre leurs adversaires et de le reprendre. Il ne s'agit pas d'une question de retraite lâche ou de panique, il s'agit d'une stratégie d'économie des forces intelligentes. Parce qu'il est bien plus intelligent à long terme d'abandonner un bout de boue sans importance pendant quelques heures et de sauver ainsi des dizaines de vies de soldats, plutôt que de les laisser tous mourir en défendant une terre qui, dans l'ensemble, n'a pas tant d'importance que ça. La prochaine fois que vous entendez que la Russie progresse ou que l'Ukraine recule, restez prudent. Cela ne veut plus forcément dire la même chose qu'il y a quelques années. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur les tactiques intelligentes de l'Ukraine, qui consistent à céder du terrain, à court terme en échange de gains à long terme, dans cette vidéo qui examine la vérité derrière la retraite tactique de Kiev à Pokrovsk. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir les plans terrifiants de Poutine concernant 2 millions de ses propres citoyens. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show également, pour plus d'analyses, de reportages de dernière minute et de décryptage militaire à ne pas manquer.